Ricky Gervais n'a jamais respecté les règles, que ce soit dans la comédie, dans la vie ou en amour. Mais après des années de silence sur un sujet profondément personnel, il s'est enfin ouvert. Et ce qu'il a partagé fait parler tout le monde. Pourquoi, après des décennies de vie commune, a-t-il choisi de ne pas épouser sa partenaire de longue date? Restez avec nous pour découvrir ce que Gervais a finalement révélé et pourquoi son honnêteté candide a surpris et inspiré ses fans. L'ascension non conventionnelle de Ricky Gervais, né le 25 juin 1961 à Reading, Berkshire, dans le sud de l'Angleterre. Ricky Gervais grandit dans la modeste banlieue de Whitley, au sein d'une famille de la classe ouvrière. Son père Lawrence était un ouvrier franco-canadien et un porteur de houx, tandis que sa mère, Eva, restait à la maison pour s'occuper de Ricky et de ses 3 frères et sœurs, cadet d'une famille de 4 enfants. Ricky a été élevé dans un foyer où l'argent était rare, mais où le rire était abondant. Ses expériences précoces ont contribué à façonner sa vision du monde solidement ancrée et sans arrière-pensée, marquée par l'esprit, la curiosité et un scepticisme salutaire à l'égard de l'autorité. Dès le début de son adolescence, Gervais s'identifie comme athée. Le tournant s'est produit avec une question simple mais profonde. Il a demandé à sa mère pourquoi Dieu laissait mourir des enfants. Sa réponse « Ne pose pas de questions sur ce genre de choses », ne le satisfait pas. À partir de ce moment, il a préféré la raison, à la fois privilégiant les faits et la logique aux croyances. Cette façon de penser se retrouvera plus tard dans sa comédie, qui remet souvent en question les croyances traditionnelles et repousse les limites. Avant de devenir un humoriste célèbre, Ricky s'est essayé à quelque chose de complètement différent. Au début des années 1980, alors qu'il étudie la philosophie à l'University College London, il forme un duo pop appelé Siona Dancing avec son ami Bill McRae. Ils signent avec London Records et sortent quelques singles. L'un d'entre eux, More to Lose, est devenu un tube aux Philippines, mais n'a pas eu beaucoup de succès au Royaume-Uni. Gervais, avec l'assurance qui le caractérise, a ri plus tard de cette expérience, disant qu'il savait déjà à l'époque que la musique pop ne serait peut-être pas l'endroit où il se ferait un nom. La musique n'ayant pas fonctionné, Ricky a commencé à travailler à la radio et à la télévision. Il a trouvé un emploi à XFM, une station de radio londonienne, où il a rencontré Stephen Merchant, un jeune diplômé qui travaillait comme stagiaire. Cette rencontre a tout changé. Gervais a vu le talent de Merchant et les deux ont rapidement formé un partenariat créatif. Ensemble, ils ont créé une sitcom de style documentaire humoristique appelée The Office. Au début, The Office n'a pas été facile à vendre. Elle avait un style sec et maladroit très différent de la comédie britannique traditionnelle. Les personnages semblaient réels et non des acteurs. Le film a été tourné comme un documentaire avec de longs silences et des moments d'inconfort. Mais lorsqu'elle a finalement été diffusée sur la BBC en 2001, elle a touché un point sensible. La série mettait en scène David Brent, un chef de bureau désabusé et égocentrique, travaillant dans une entreprise de papeterie à Slough. Brent était interprété par Gervais lui-même, et le personnage est rapidement devenu l'un des plus emblématiques de l'histoire de la télévision britannique. Le succès de The Office a changé la vie de Gervais du jour au lendemain. Elle a remporté des prix, attiré des fans fidèles et fait voir la comédie sous un jour nouveau. Mais la plus grande surprise est venue lorsque la série a été adaptée aux États-Unis. Après le succès de The Office, Gervais a continué à créer des émissions uniques qui mêlent comédie et émotion. Dans Extras, il incarne Andy Millman, un acteur en difficulté, entouré de célébrités souvent prêtes à se moquer d'elles-mêmes. La série explore les thèmes de la célébrité, de la déception et de la fidélité à soi-même. Comme The Office, cette série est à la fois drôle et triste, ce qui a fait la réputation de Gervais. Vient ensuite Derek, une série sincère sur un homme gentil et simple qui travaille dans une maison de retraite. Les critiques ont été divisées sur la question de savoir si la série était trop sentimentale ou parfaitement touchante. Mais beaucoup ont félicité Gervais pour avoir pris des risques et montré son côté plus doux. En 2019,
Il a sorti Afterlife, une série sur un homme qui fait face à la mort de sa femme. C'était un film brut émouvant et plein d'humour noir. La série est devenue un succès mondial sur Netflix et a prouvé une fois de plus que Gervais pouvait mêler la comédie à des histoires humaines profondes. Elle a duré 3 saisons et lui a valu des éloges pour son regard honnête sur le deuil, la dépression et la recherche d'un sens à la vie après la perte d'un être cher. Dans la suite de l'article, nous verrons comment la personnalité brutalement honnête de Ricky l'a aidé et lui a nui. L'air sans filtre de Ricky. Ricky Gervais n'est pas le genre d'humoriste à se retenir. Il dit exactement ce qu'il pense, même s'il sait que cela ne plaira pas aux gens. En fait, il lui arrive de dire des choses en sachant qu'elles mettront les gens mal à l'aise. Cela fait partie de son identité. Au fil des ans, Gervais s'est forgé une réputation de personne franche, sans complaisance et délibérément provocatrice. Il ne se soucie pas d'être politiquement correct et n'a aucun intérêt à jouer la carte de la sécurité. L'une des principales convictions de Gervais est que l'offense n'est pas la même chose que le mal. Cette idée revient souvent dans ses interviews et ses spectacles de stand-up. Il estime que ce n'est pas parce qu'une personne se sent offensée qu'elle a été réellement blessée. Pour lui, l'offense est une réaction personnelle. Elle est émotionnelle, pas physique. Gervais affirme que personne n'a le droit de ne jamais être offensé. Il estime que chacun doit être libre de dire ce qu'il pense, même si les autres n'aiment pas ce qu'il entend. Selon lui, la protection de la liberté d'expression est plus importante que la protection des sentiments des gens. C'est pourquoi Gervais a toujours rejeté le politiquement correct. Il y voit une sorte de censure, un moyen d'empêcher les gens de dire des choses vraies, drôles ou importantes. Il pense que le politiquement correct essaie de trop nettoyer le monde et rend plus difficile de parler des vrais problèmes. Au lieu d'avoir peur de parler, Gervais veut que les humoristes et les autres soient honnêtes, même si cela les met mal à l'aise. Il dit souvent que les sujets difficiles sont ceux qui valent le plus la peine d'être discutés. Gervais a eu de nombreux conflits avec les médias et le public au fil des ans. Certains apprécient son audace, d'autres pensent qu'il va trop loin. Il a été critiqué pour ses blagues sur la religion, le sexe, les célébrités et même la mort. Il a également eu des débats houleux en ligne, notamment sur Twitter, où il répond souvent directement aux critiques. Mais Gervais ne recule pas. Il estime qu'à partir du moment où l'on commence à s'excuser pour des blagues, la comédie perd de son pouvoir. Athée, déclaré Gervais, s'est également fait un nom en tant que critique virulent de la religion organisée. Il a ouvertement parlé de son incrédulité à l'égard de Dieu et fait souvent des blagues sur les croyances religieuses dans ses numéros de stand-up. Certains y voient du courage, d'autres un manque de respect. Gervais insiste sur le fait qu'il n'essaie pas de blesser qui que ce soit. Il partage simplement ce qu'il croit et utilise l'humour pour le faire. Il dit respecter le droit des gens à croire, mais il veut aussi avoir le droit de remettre ses croyances en question. Il est également connu pour s'en prendre aux célébrités et à l'industrie du divertissement. Qu'il s'agisse de se moquer de leur richesse, de leur faux activisme ou de leur sentiment d'importance, Gervais s'en prend souvent aux personnes qui détiennent le pouvoir. Cela a fait de lui un outsider à Hollywood, même s'il fait partie de ce monde. Il ne cherche pas à s'intégrer. Il est plus intéressé par l'honnêteté que par la sympathie. Gervais ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord avec lui. En fait, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il veut que les gens réfléchissent. Il veut que les gens se posent des questions, qu'ils rient de l'absurde, et qu'ils soient honnêtes sur le monde qui les entoure. C'est la raison d'être de sa comédie. Ensuite, nous nous pencherons sur la nuit où Ricky a véritablement stupéfié le monde lorsqu'il est monté sur scène lors des Golden Globes 2020 et ne s'est pas retenu. La soirée des Golden Globes 2020. Le 5 janvier 2020, Ricky Gervais est monté sur la scène de l'hôtel Beverly Hilton à Los Angeles pour animer la 77e édition des Golden Globes. C'était la 5e et selon lui, la dernière fois qu'il animait le spectacle. Dès qu'il a commencé à parler, il était clair que ce ne serait pas une soirée de remise de prix comme les autres. Gervais n'était pas là pour flatter les célébrités présentes dans la salle ou pour jouer la carte de la sécurité.
Au lieu de cela, il a prononcé un monologue qui a fait l'effet d'une onde de choc à Hollywood et au-delà. Le discours d'ouverture de Gervais n'a duré qu'un peu moins de 8 minutes, mais il a changé le ton de tout l'événement. Il a interpellé les personnes puissantes présentes dans la salle à plaisanter sur des sujets sérieux et s'est ouvertement moqué de l'élite hollywoodienne. Le discours n'était ni léger ni poli. Il était audacieux, mordant et brutalement honnête. L'un des moments les plus controversés est celui où Gervais a évoqué Jeffrey Epstein, le financier en disgrâce qui a été arrêté pour trafic d'êtres humains et qui est mort en prison. Gervais a dit « Je sais que c'était ton ami ». En regardant la salle, la foule a réagi par des gémissements et des rires nerveux. Il a rapidement répondu « Tais-toi. Je sais que c'est ton ami, mais je m'en fiche ». C'était un coup direct contre l'habitude qu'a Hollywood de fermer les yeux sur le comportement des hommes puissants. Il s'en est également pris aux grandes entreprises technologiques telles qu'Apple, Amazon et Disney. M. Gervais a fait l'éloge de The Morning Show, une série télévisée d'Apple TV+, sur l'éthique au travail, mais il a ajouté qu'Apple exploite des ateliers clandestins en Chine. Il a poursuivi en se moquant des célébrités qui travaillent avec des entreprises qui ne mettent pas toujours en pratique ce qu'elles prêchent, en disant « Vous dites que vous êtes réveillés, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez sont incroyables. » Il s'agissait d'une attaque en règle contre ce qu'il considérait comme un signal de vertu de la part des entreprises lorsque des personnes ou des sociétés parlent de faire le bien mais ne passent pas à l'action. Mais la phrase qui a marqué la soirée est arrivée vers la fin de son discours. Gervais a regardé la caméra et a dit aux célébrités présentes dans la salle « Vous n'êtes pas en position de donner des leçons au public sur quoi que ce soit. » Il a ajouté que la plupart d'entre eux avaient passé moins de temps à l'école que l'activiste climatique Greta Thunberg. Si vous recevez un prix, a-t-il ajouté, ne vous en servez pas comme d'une plateforme pour faire un discours politique. La réaction au monologue a été immédiate et intense. De nombreuses célébrités présentes dans le public ont eu l'air stupéfaits. Certaines ont ri d'un air gêné. D'autres n'ont manifestement pas trouvé cela drôle. Gervais ne semblait pas s'en soucier. Il a même rappelé plus d'une fois au public qu'il s'en fichait. Il n'avait pas peur d'être détesté et ne s'inquiétait pas d'être réinvité. En fait, il a répété que c'était la dernière fois qu'il animait l'émission et il en a semblé heureux. Après l'émission, les médias et les fans du monde entier étaient divisés. Certaines publications ont reproché à Gervais d'avoir été trop dur, trop grossier ou inapproprié. Ils ont estimé que certaines de ses blagues dépassaient les bornes ou manquaient de respect à l'égard de questions sérieuses. D'autres l'ont salué comme étant la seule personne prête à dire la vérité dans une salle remplie de gens puissants. Ils l'ont admiré pour avoir dénoncé l'hypocrisie en particulier à une époque où la confiance du public dans la culture des célébrités s'effritait déjà. Sur les réseaux sociaux, des extraits du monologue sont devenus viraux. Des millions de personnes ont regardé et partagé le discours. Certains l'ont qualifié de brillante mise à nu de l'hypocrisie hollywoodienne. D'autres ont dit que c'était exactement le genre de discours que le monde avait besoin d'entendre. Il a lancé des conversations non seulement sur la comédie, mais aussi sur le rôle des célébrités, les limites du politiquement correct et la différence entre dire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut. Gervais a souvent déclaré qu'il privilégiait l'intégrité à la performance. Ce soir-là, il est resté fidèle à cette idée. Il n'a pas joué pour plaire à la foule. Il n'a pas adouci son message pour protéger sa carrière. Il a dit ce qu'il croyait, en sachant très bien que cela pourrait lui coûter. C'est pourquoi je l'aime ou je le déteste. Tant de gens ont respecté ce qu'il a fait sur cette scène. Le monologue des Golden Globes. 2020 n'était pas une simple comédie. C'était un message clair. Ricky Gervais s'est présenté devant l'un des groupes les plus puissants du monde et lui a rappelé qu'il n'était pas à l'abri des critiques. C'était inconfortable, oui, mais c'était aussi honnête, vif et inoubliable. Les moments controversés de Ricky. Ricky Gervais n'a jamais été du genre à éviter la controverse. En fait, il a souvent l'air de s'y engouffrer. Que ce soit sur scène dans une interview ou surtout sur Twitter, Gervais dit exactement ce qu'il pense. Et il recule rarement lorsque les gens ne sont pas d'accord.
Au fil des ans, cela a donné lieu à de nombreuses querelles publiques, à des débats houleux et à de vives réactions de la part des fans et des critiques. Mais derrière tout ce bruit se cache un homme qui croit profondément en une chose, le droit de s'exprimer librement, même si cela dérange les gens. L'un des principaux endroits où le franc-parler de Gervais se manifeste est sur Twitter. Il a rejoint la plateforme à ses débuts et s'est rapidement constitué un énorme public. Mais contrairement à de nombreuses célébrités qui utilisent les médias sociaux à des fins promotionnelles ou pour faire des déclarations polies, M. Gervais s'en est servi comme d'un journal public. Il plaisantait, débattait, se moquait et mettait les autres au défi, faisant souvent la une des journaux. Ses tweets vont de la réplique sarcastique au long fil défendant son point de vue sur la religion, la liberté d'expression, la comédie et les droits de l'homme. Certaines de ces querelles en ligne les plus controversées ont eu lieu avec des activistes et des groupes de défense. Gervais s'est heurté à certains militants transgenres, notamment à cause de ses commentaires sur le genre et l'auto-identification. Ses détracteurs l'ont accusé d'être insensible ou transphobe, pointant du doigt les blagues ou les commentaires qu'il a faits et qui, selon eux, se moquent des personnes transgenres. Gervais répond qu'il soutient les droits des personnes transgenres, mais qu'il ne pense pas que cela signifie que les humoristes devraient être interdits de plaisanter sur le sujet. Il insiste sur le fait que faire des blagues sur un sujet ne signifie pas que l'on déteste ou que l'on cible un groupe. Un autre groupe avec lequel Gervais a eu des problèmes en ligne est celui des critiques des droits des animaux, ce qui est intéressant, car Gervais est un amoureux passionné des animaux et un partisan déclaré du bien-être animal. Il partage fréquemment des contenus sur la protection des animaux et fait même des dons à des associations caritatives. Il a tout de même reçu des réactions négatives de la part de certains activistes qui n'apprécient pas son choix de mots ou ses blagues sur la chasse, la consommation de viande ou le véganisme. Gervais répond souvent en expliquant qu'il est possible de se préoccuper profondément d'une cause et de faire des blagues autour d'elle. Pour lui, l'humour n'annule pas la compassion. Plutôt que de fuir la critique, Gervais semble accepter d'être annulé. Il a plaisanté sur la culture de l'annulation à de nombreuses reprises dans ses spectacles de stand-up et ses interviews. Il la qualifie de forme moderne de censure et ne la prend pas au sérieux. Gervais dit que si être annulé signifie dire la vérité ou défendre la liberté d'expression, alors il le porte comme un badge d'honneur. Il estime que la culture de l'annulation confond souvent désaccord et danger, que les gens pensent qu'entendre une blague offensante équivaut à être attaqué, ce qu'il conteste fermement. Au cœur de la plupart de ces controverses, Gervais défend la liberté d'expression et la comédie. Il a toujours pensé que les humoristes devraient être autorisés à faire des blagues sur n'importe quel sujet. Cela inclut la religion, la politique, l'identité, la mort, et bien d'autres choses encore. Il affirme qu'à partir du moment où l'on commence à créer des listes de sujets interdits, la comédie perd sa raison d'être. Selon lui, les blagues sont le moyen pour la société de gérer la douleur et la pression. Enlever cela ne fait que rendre les gens plus sensibles et moins ouverts à des conversations honnêtes. Il n'est pas le seul à le penser. Si les médias ont souvent critiqué Gervais, le qualifiant de cruel arrogant, ou dépassé, nombre de ses collègues humoristes l'ont défendu. Des noms comme Jerry Seinfeld, Dave Chappelle et Bill Burr ont loué son honnêteté et soutenu son droit à repousser les limites. Selon eux, Gervais fait ce que les humoristes sont censés faire, dire les choses que les autres ont peur de dire, même si cela met les gens mal à l'aise. Il existe également une différence importante entre l'image que le public se fait souvent de Gervais et ce qu'il est réellement en privé. Pour certains, en particulier ceux qui ne voient que ses moments les plus controversés, Gervais passe pour quelqu'un d'agressif ou de méchant. Mais les personnes qui le connaissent personnellement brossent un tableau très différent. Ses amis et collègues le décrivent comme quelqu'un de gentil, de généreux et d'extrêmement loyal. Il est connu pour soutenir discrètement les associations caritatives, aider les gens en coulisses et faire preuve d'une profonde compassion, surtout lorsqu'il s'agit d'animaux et de personnes dans le besoin.
Gervais et sa partenaire de longue date, Jane Fallon, ont fait don de grandes quantités d'argent à des refuges pour animaux et à des associations médicales. Il parle souvent avec gentillesse de ses fans et essaie de dialoguer avec eux, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Dans les interviews, son humour est toujours aussi vif, mais son ton est souvent plus doux et plus réfléchi que son image publique ne le laisse supposer. Tout cela montre que Gervais est un homme qui privilégie l'honnêteté à la popularité. Il ne cherche pas à offenser, mais il refuse de faire semblant ou de se retenir simplement pour être accepté. Il estime que les gens devraient pouvoir rire, débattre et même argumenter, sans craindre d'être réduits au silence. Pour Gervais, la controverse n'est pas le but, mais il l'accepte comme un effet secondaire de son expression. Rencontrer Jane Fallon. Alors que Ricky Gervais est souvent au centre de l'attention du public sur les scènes dans les interviews ou sur Twitter, il y a une personne qui est discrètement à ses côtés depuis plus de 40 ans, Jane Fallon. Elle n'est pas seulement sa partenaire, c'est aussi une femme prospère avec une longue liste de réalisations à son actif. Bien qu'elle préfère rester à l'écart des projecteurs, Jane Fallon a joué un rôle majeur dans la vie de Gervais, lui offrant stabilité, soutien et un lien profond qui a résisté à l'épreuve du temps. Jane Fallon est une auteure et productrice de télévision britannique. Avant d'être connue pour ses romans à succès, elle a passé des années à travailler pour la télévision, contribuant à façonner certaines des séries dramatiques les plus populaires du Royaume-Uni. Elle a été productrice de EastEnders, l'un des feuilletons les plus anciens de Grande-Bretagne, et a également travaillé sur d'autres émissions comme This Life et Teachers. Sa carrière à la télévision lui a permis d'acquérir de l'expérience en matière de narration et de développement des personnages compétences qu'elle a ensuite mises à profit pour lancer une carrière d'écrivain très fructueuse. En tant que romancière, Jane Fallon a écrit de nombreux livres qui se sont retrouvés sur les listes de best-sellers. Parmi ses titres les plus populaires, citons Getting Rid of Matthew, Faking Friends, Tell Me a Secret et Worst Idea Ever. Ces livres portent souvent sur les relations, la trahison et les rebondissements de la vie, et ils ont été salués pour leur acuité, leur drôlerie et leur facilité d'adaptation. Contrairement à de nombreux partenaires de célébrités qui vivent dans l'ombre de leurs conjoints célèbres, Jane a construit sa propre marque, sa propre identité et sa propre base de fans. Elle est souvent décrite comme talentueuse, réfléchie et terre-à-terre. Ricky Gervais a dit à plusieurs reprises qu'il était fier de son succès et qu'il aimait qu'elle ait son propre monde et sa propre carrière en dehors de la sienne. Ils se soutiennent mutuellement mais n'interfèrent pas dans la vie professionnelle de l'autre. C'est une relation fondée sur le respect mutuel. Leur histoire a commencé bien avant que l'un ou l'autre ne devienne célèbre. Ricky Gervais et Jane Fallon se sont rencontrés au début des années 1980 alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'University College de Londres. Ricky étudiait la philosophie et Jane l'histoire. Ils ont commencé à se fréquenter en 1982 et n'ont jamais cessé d'être ensemble. Cela signifie que leur relation dure depuis plus de 40 ans, ce qui est rare dans n'importe quel domaine et encore plus dans le monde du spectacle. Au fil des ans, ils ont tous deux déclaré que si leur relation a duré aussi longtemps, c'est en partie parce qu'ils tiennent à leur vie privée. Ils n'ont jamais été le genre de couple à apparaître dans les magazines à potins ou à parler de leur relation en détail. Ils ne partagent pas tout en ligne et n'essaient pas de se construire une image publique de couple puissant. Au contraire, ils gardent leur relation essentiellement privée et cela semble bien leur convenir. Ce qui surprend souvent les gens, c'est qu'ils ne se sont jamais mariés. Bien qu'ils soient ensemble depuis 4 décennies, Ricky et Jane ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas se marier. Ils ont également déclaré qu'ils n'avaient jamais voulu d'enfants, ce qui les différencie de nombreux couples de longue date. Gervais a mentionné qu'ils avaient tous deux convenu très tôt que la parentalité n'était pas pour eux. Il a parlé ouvertement de ses raisons, disant qu'il apprécie sa liberté et qu'il ne pense pas qu'avoir des enfants aurait amélioré sa vie. Jane a également soutenu cette décision, et tous deux ont construit une vie commune pleine, significative et complète, sans enfants ni mariage. Le couple a vécu ensemble à Londres pendant la majeure partie de sa vie. Pendant de nombreuses années,
Ils ont partagé une maison à Hampstead, un quartier chic du nord de Londres, connu pour son charme historique et ses parcs verdoyants. C'est un quartier paisible qui convient à leur mode de vie. Ils sont discrets à l'aise et loin du chaos de la vie des célébrités. Ils vivent avec leur chat adoré et publient souvent sur les réseaux sociaux des moments drôles ou tendres de leur vie tranquille. Bien qu'ils ne fassent pas tout pour se montrer publiquement, ils ne cachent pas non plus qu'ils sont ensemble et heureux. Ce qui est le plus frappant dans la relation entre Ricky et Jane, c'est qu'elle semble stable et égale. Il n'y a pas de drame public, pas de scandale et pas de jeu de célébrité. Ils respectent l'indépendance de l'un et de l'autre, mais aiment manifestement passer du temps ensemble. Ils rient, se soutiennent mutuellement dans leur travail et partagent des valeurs similaires sur la vie, l'amour et la liberté. Jane Fallon a déclaré qu'elle appréciait d'avoir un partenaire qui la faisait rire tous les jours. Et Ricky dit souvent de Jane qu'elle est l'amour de sa vie. Ils ont trouvé le moyen de faire fonctionner une relation à long terme sans suivre les règles traditionnelles. Et c'est exactement comme ça qu'ils l'aiment. Pourquoi Ricky n'épousera pas Jane? Ricky Gervais et Jane Fallon sont ensemble depuis plus de 40 ans. Pendant cette période, ils ont construit une relation heureuse et durable que beaucoup admirent. Mais malgré leur amour profond et leur engagement à long terme, ils ont clairement fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de se marier. Pour eux, le mariage n'a tout simplement pas de sens. Ce n'est pas quelque chose dont ils pensent avoir besoin. Leur décision n'est pas un rejet de l'autre. C'est le reflet de ce qu'ils croient tous les deux. Gervais en a parlé à de nombreuses reprises dans des interviews et sur scène. L'une de ses citations les plus connues est « Nous n'avons pas besoin de certificat pour notre amour ». Il considère le mariage comme une formalité légale ou religieuse, et non comme quelque chose qui définit une véritable relation. Selon lui, un lien fort naît de la confiance, du respect et des choix quotidiens, et non d'un morceau de papier ou d'une cérémonie publique. Jane Fallon est du même avis. Elle a toujours dit ouvertement qu'elle ne voulait pas d'une vie traditionnelle. Dès le début de leur relation, Ricky et elle ont convenu qu'ils ne voulaient pas d'enfants et qu'ils ne voyaient pas l'intérêt du mariage. Ils ont décidé de se concentrer l'un sur l'autre, sur leur carrière et sur la façon de vivre qui leur convenait le mieux. Cet état d'esprit commun a contribué à jeter les bases de leur relation. Et cela dure depuis des décennies, sans l'étiquette légale de mari et femme. Leurs raisons ne sont pas seulement personnelles, elles sont aussi philosophiques. Ricky et Jane sont tous deux athées, et cela joue un rôle dans la façon dont ils considèrent des choses comme le mariage. Pour de nombreuses personnes, le mariage est un acte religieux ou spirituel, mais pour Gervais et Fallon qui ne croient pas en une puissance supérieure ou en des traditions religieuses, cette partie du mariage n'a aucune valeur. Bien que le mariage puisse également être un partenariat légal, ils affirment n'avoir jamais ressenti le besoin d'une telle structure. Ils ont créé leur propre version de l'engagement fondé sur le respect mutuel, l'indépendance et des valeurs communes. Ils vivent ensemble, se soutiennent mutuellement, prennent des décisions de vie en équipe et sont clairement dévoués. Mais ils ne se sentent pas obligés de suivre une voie traditionnelle. Gervais a même plaisanté sur le fait qu'ils sont de toute façon mariés à tout point de vue, sauf légalement. Il rit souvent de la façon dont les gens réagissent à leurs décisions, en particulier lorsque les autres semblent confus ou mal à l'aise. Dans ses numéros de stand-up, Gervais s'est moqué de l'idée du mariage. Il l'a qualifié de gaspillage de papier et a plaisanté sur le fait que les gens supposent parfois que quelque chose ne va pas si un couple ne se marie pas. Il utilise l'humour pour faire passer un message plus large. La société attend souvent des gens qu'ils suivent que le même scénario dans la vie, même si ce scénario ne convient pas à tout le monde. Il a dit que leur relation fonctionne parce qu'elle est basée sur la liberté et non sur la pression. Ils se choisissent chaque jour non pas parce qu'un contrat les y oblige, mais parce qu'ils le veulent. C'est ce qui donne un sens à leur relation. Dans plusieurs interviews, Gervais a souligné l'importance de l'indépendance et de l'honnêteté dans leur vie. Chacun d'eux a la possibilité de se développer en tant qu'individu, et ils n'essaient jamais de se contrôler ou de se limiter l'un l'autre. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec leur point de vue. Au fil des ans,
le couple a parfois essuyé des critiques de la part des traditionalistes, c'est-à-dire des personnes qui pensent que le mariage est essentiel pour une relation sérieuse. Certains critiques ont suggéré que le fait d'éviter le mariage était une façon d'éviter l'engagement. D'autres ont demandé pourquoi ils ne voulaient pas officialiser leur union après tant d'années. Mais Gervais a toujours répondu calmement et directement. Ils n'ont rien à prouver à personne. D'un autre côté, de nombreux fans admirent en leur approche. Pour eux, la relation entre Ricky et Jane est la preuve que l'amour n'a pas besoin de suivre des règles. Dans un monde où les relations entre célébrités sont souvent vouées à l'échec, leur lien est resté fort sans qu'il soit nécessaire de se marier ou d'avoir des enfants. C'est une relation fondée sur le choix et non sur l'obligation. Et c'est quelque chose que les gens trouvent inspirant. La décision du couple témoigne également de l'évolution des mentalités dans la société moderne. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de vivre ensemble sans se marier. Et de nombreux couples décident de ne pas avoir d'enfants. Gervais et Fallon étaient en avance sur cette courbe. Ils ont fait ces choix il y a des décennies et s'y sont tenus. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que cela correspond à ce qu'ils sont. En fin de compte, leur relation fonctionne non pas parce qu'ils ont ignoré la tradition, mais parce qu'ils ont construit quelque chose de réel sans en avoir besoin. Ils n'essaient pas d'envoyer un message ou de convaincre quelqu'un d'autre de vivre de la même manière. Ils vivent simplement la vie qui leur convient le mieux et le font ensemble, selon leurs propres termes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires bien pensées comme celle-ci.